vous êtes sur Déter. Est-ce qu'on peut vivre de sa passion? Moi, ce que je veux donner, c'est de la détermination, mais aussi rappeler que l'entraide, c'est fondamental. On doit faire 2 fois plus d'efforts que les autres au final. C'est une force, c'est ça que je trouve magnifique. 2 fois plus déterminé. C'est ce qu'on veut, c'est la motivation. On est venu parler motivation, donc si dès le samedi matin t'es déter, il y a plein d'opportunités à chaque coin de rue, il y a plein de gens qui ont la même passion que vous. C'est un truc qui nous a sauvés. On peut atteindre son monde, rester branché et partager. Parce que si on reste déter, il y aura plein de choses qui vont se passer et on va grandir tous ensemble. Pour nous, c'est une passion, frère. Yo, c'est Guise et vous êtes sur Déter. Et aujourd'hui, je suis avec Guillaume Singelin. Salut. Salut Guillaume, ça va? Ouais, nickel, ouais. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler un peu de ton parcours, de ta Déter. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es auteur de BD. Ouais. Et tu viens de sortir notamment Frontières, qu'on voit juste là, qui est une BD dont tu as commencé les premières ébauches il y a 10 ans. C'est ça, ouais. Et c'est assez impressionnant. Et c'est un taf magnifique, l'histoire de 3 personnes dans un monde futuriste où des grandes compagnies ont fait un peu une nouvelle rue vers l'or, si on le résume. C'est ça, ouais. Ok. Et donc pour commencer, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton parcours de dessinateur et peut-être un peu des œuvres qui t'ont inspiré à te lancer dans cet art-là en fait. Ouais, je pense que comme tout le monde, tu vois, t'apprends à dessiner quand t'es petit, enfin t'apprends à dessiner, tu dessines quand t'es petit, tu vois, tu fais des trucs à la crèche, maternelle et tout. Et je pense que le switch avec les gens qui continuent à en faire un métier, en fait, c'est que tu continues malgré l'adolescence. L'adolescence, c'est souvent le moment où tout le monde arrête de dessiner, puis il y a quelques nerdos qui continuent à dessiner malgré les sorties, malgré les autres activités et tout. Et je pense que ça vient vraiment de là que j'ai commencé ma carrière, vraiment, tu vois, me dire que c'est un truc qui me plaît, qui me donne envie de. Tous les jours, j'ai envie d'en faire, tu vois. Ok. Et je sais que moi, quand j'étais gamin, mes parents étaient pas mal sur la culture, donc on avait accès à des films, accès à de la bande dessinée française et tout. Et avec mon frère, on a commencé, il est un peu plus grand que moi, il a 3 ans de plus que moi, et on a commencé à choper un peu les trucs qu'on voulait nous, tu vois, en kiosque et tout. Et je crois que le premier truc, ça a été genre Dragon Ball, qui était vendu à l'époque en petits feuillets dans les kiosques. C'était en quelle année à peu près pour que les gens s'y situent? Je dirais peut-être 95-96, un truc comme ça. Ok. Et ça, c'était un peu mon premier choc. Moi, j'ai beaucoup grandi avec le manga, et donc ça a été vraiment mes grosses influences. Et donc Dragon Ball, ça a été vraiment le premier truc. Et un jour, on avait un magasin Emmaüs près de chez nous où ils refont de l'occasion et tout. À un moment, mon frère il revient avec un truc, un feuillet et tout. Il me fait tiens, regarde ça et tout. Mon livre, wow, c'est incroyable et tout. Il fait il y a les autres tomes qui sont là-bas, encore en magasin. Vas-y, on met en commun l'argent de poche et on va tous les acheter. Et ce truc-là, c'était Akira en fait. Ok. Et à partir de là, ouais, incroyable. Vraiment, c'est toujours une de mes lectures préférées, tu vois. Enfin, en tout cas, en termes de dessin, c'est ce qui a vraiment envie de dessiner à fond la caisse, quoi. Et donc, une fois que tu as eu ça, donc tu continues à dessiner tout le temps. Ouais. Et quel a été ton premier pas, on va dire, dans l'industrie de la BD peut-être? Comment ça commence en fait quand on est auteur de BD? C'est quoi? Est-ce qu'on va déposer ses planches chez des éditeurs? Enfin, comment ça marche? Moi, ça a été un peu particulier. En fait, j'ai toujours beaucoup dessiné. Et on va dire que je pense que mon premier pas, entre guillemets, professionnel, c'était grâce à Internet. C'était l'explosion des blogs à l'époque, l'explosion des forums de dessin. Où tu as toutes les communautés de plein de gens de France, voire même de l'étranger, qui commencent à partager des dessins sur les forums. Les gens en discutent. T'as des critiques, machin et tout. Et en fait, c'était le premier lieu où j'ai pu côtoyer à la fois des gens de ma génération qui avaient vraiment envie de faire du dessin. Et aussi, il y avait beaucoup de pros en fait, sur ces sites-là qui venaient là pour faire leur com, pour voir un peu ce que faisaient les plus jeunes. Et en fait, des pépites. C'est ça. Et en fait, moi, j'avais pas forcément dans l'objectif de faire de la BD au tout début. Moi, je voulais faire des études de dessin animé, je voulais bosser en dessin animé. Parce que il y a des écoles très prestigieuses à Paris qui donnent envie quand tu aimes le dessin pur et dur, c'est vraiment là que tu penses à aller. Et en fait, ces concours-là, je les ai loupés. J'ai pas réussi à rentrer en animation. Ok. Et à côté de ça, sur les forums, à un moment, il y a un auteur de bande dessinée qui me contacte, il me fait ouais, tout, j'aime beaucoup ton boulot. J'en ai parlé à un scénariste. Il serait chaud pour bosser avec toi. Ils en ont parlé aussi à l'éditeur, machin. En fait, ça m'est tombé avec vachement de chance. Tu vois, moi, je demandais rien et d'un coup, on me dit
vas-y, est-ce que tu veux faire une BD? Et à ce moment-là, moi j'étais en études de graphisme. Ok. Donc le dilemme c'était de faire les deux en même temps, donc journée école et puis le soir un peu de BD quoi. Grande vacances BD et puis comme ça j'ai commencé ma carrière en fait quand j'étais étudiant à bosser. À l'époque c'était pour Casterman. Ils avaient une collection qui s'appelait Caster, qui est une collection un peu qui était pour les jeunes en fait, jeunes à la fois dans l'âge et puis dans les graphismes aussi, des trucs un peu plus modernes. Donc ouais, c'est comme ça que j'ai vraiment démarré ma carrière quoi. Ok. Et du coup cet auteur c'était qui? C'est Antoine Carion qui se fait appeler Tentacle Eye sur internet, qui fait toujours de la BD en ce moment, et j'ai bossé avec son scénariste qui s'appelait Antoine Ozanam. Ok. Voilà. Et du coup c'était ta première BD? C'est ça, c'est ma première BD avec eux, ma première BD, on va dire en termes pro, tu vois, après je faisais des petites BD pour moi, mais ça restait dans mes carnets. Mais là, ouais, c'était la première BD pro, et ce qui était bien, c'est que moi je m'attendais pas à faire ça, et en fait j'ai appris sur le tas comment gérer un projet de l'époque, je faisais 120 pages, un truc comme ça. Là. Ok, donc c'était déjà quand même c'était un format un peu one shot, tu vois, histoire complète en plus de 100 pages. Donc ouais, j'ai dû tout apprendre sur le tas, comment gérer une narration. Alors je bossais avec un scénariste, donc ça aidait à être cadré et tout, mais surtout à apprendre à gérer un taf qui va durer plus d'1 an quoi. Donc c'était assez particulier, mais je sais pas, sur le moment je pense que j'avais tellement pas conscience du taf que c'était que ça m'a pas fait peur, et j'y suis allé dedans comme ça quoi. Et une fois que tu étais dedans, du coup ça s'est déroulé comment? Ça s'est bien passé globalement, franchement. L'avantage et l'inconvénient, c'est qu'on avait un éditeur qui était assez distant, qui faisait très peu de retours, du coup moi j'avançais un peu en roue libre dans mon coin, donc tu vois, j'étais tranquille. Assez libre. Mais après, je sais le moment où j'ai un peu déchanté, c'est que moi je dessinais beaucoup, mais je faisais pas forcément beaucoup de couleurs, tu vois, la mise en couleur c'était pas mon truc. Et là d'un coup il faut le faire. Et du coup j'ai mis vachement de temps à trouver la technique. Au début je voulais bosser sur ordinateur, après j'y arrivais pas et tout, donc je me suis dit je vais faire de l'aquarelle parce que c'est le seul truc que je sais faire. Sauf que faire de l'aquarelle sur 100 pages c'est un peu costaud. Il faut pas se louper, faut pas se foirer parce que sinon il faut tout recommencer. Mais encore une fois, j'étais un peu candide sur le truc. Je dis tant pis, tu vois, j'y vais. J'avais peut-être aussi les mêmes exigences que je peux avoir maintenant. Tu vois, maintenant, je fais vachement plus attention aux détails, trucs comme ça. À l'époque, c'était ma première BD, tu vois, j'y allais YOLO. Et puis, pour moi, il n'y avait même pas forcément d'idée de carrière en fait à ce moment-là, parce que tu vois, j'étais encore en études. Je voulais retenter les écoles d'anime aussi après, donc j'ai pris ça comme une opportunité, mais pas forcément comme un plan de carrière précis, quoi. Et à partir de quel moment tu t'es rendu compte que du coup j'imagine que tu kiffais ça et que ça pouvait potentiellement devenir ton métier quoi? J'ai fait une deuxième BD avec eux. Et d'ailleurs la première BD elle s'appelle comment? King David. Ok, on peut la retrouver encore aujourd'hui? Maintenant je pense que c'est rare. C'est plus imprimé en fait. Donc en occasion je pense que ça doit se trouver assez facilement en occasion par contre. Et du coup la première BD se passe bien. Les mecs sont chauds, ils me relancent sur une deuxième BD, donc je la fais, elle s'appelle Pils, donc avec le même éditeur, même scénariste. Là c'est pareil, tu vois, je suis toujours étudiant à ce moment-là, mais j'essaie toujours de tenter un peu les écoles. Jean Gobelin, c'est vraiment l'école d'anime prestige à Paris. Et là je me souviens que la partie écrite, tout se passe bien, je passe, j'arrive à l'oral, j'essaie d'y aller, tu vois, hyper motivé et tout, et puis je me souviens, le jury me dit, ils étaient au courant que je faisais de la BD, tu vois. Et il y a un mec qui me pose la question, il me dit est-ce que vous êtes prêt à dessiner un personnage, parce que tu vois, l'anime c'est particulier, est-ce que vous êtes prêt à dessiner un personnage que vous n'allez pas aimer, faire des animations pendant des mois sur ce personnage-là, voire sur une prod ou un truc qui vous plaît pas, parce que c'est vrai que l'anime, en fait, tu rentres un peu comme un technicien et après tu évolues dans les postes, mais au début tu rentres sur les séries qui sont à disposition, et puis voilà, tu fais vraiment à la petite main. Et moi j'essaie de lui répondre de manière convaincue, genre ouais ça m'intéresse. Et le mec je pense qu'il a compris qu'en fait ça m'intéressait pas quoi. Et parce qu'en fait je kiffais trop la BD, je kiffais trop faire mon style de dessin. Donc je pense que c'est un peu ce moment, tu vois, je me dis ok, c'est pas grave l'anime, c'était mon rêve, mais en fait non, en fait c'est vrai que ça m'intéresse plus. Et finalement la BD en fait je me sens hyper libre dans le projet. Ce qui est cool de la BD, c'est que tu es un peu comme un réal de ton film. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux mettre autant de figurants que tu veux, tu peux faire les séquences que tu veux, le style que tu veux, et il n'y a que toi à gérer, voire avec un scénariste et un éditeur, mais peut-être 3-4 personnes. Là où l'animation, dès que tu mets des idées, parfois c'est des équipes entières, c'est un autre type de taf. Quoi. Ah oui, bien sûr.
Et donc voilà, c'est un peu à ce moment-là, je me suis dit vraiment que ça m'intéressait de pousser plus, quoi. Ok. Bah du coup, je vais faire une transition, mais dans Frontières, là, le concept de liberté revient beaucoup. Il y a, sans spoiler, hein, mais il y a notamment des personnages qui se sentent en tout cas un peu prisonniers d'un système qui les enferme dans des cases, on va dire. Et du coup, on retrouve ça aussi dans ta personnalité, d'après ce que je comprends. Ouais, bah c'est. Oui, non, bah après, c'est vrai que moi j'ai plutôt un caractère solitaire et tu vois, quand il y a des trucs que j'ai envie de faire, j'aime bien avancer dans mon truc un peu tout seul, tu vois, et me sentir. C'est à la fois la liberté, et puis c'est aussi se sentir un peu au contrôle de son environnement, tu vois. Ok. Je crois que des fois, le fait de dépendre de trop de gens ou d'être trop imbriqué dans une équipe, tu vois, je pense que moi c'est un truc qui me ferait peur. Ok. Et non pas que c'est négatif, hein, mais en tout cas pour moi c'est pas ce qui me convient. Et c'est vrai que la BD permet ce côté un peu liberté. Et c'est aussi pour ça que je sais qu'avec cet éditeur-là, à un moment, ils m'ont dit tiens, est-ce que tu veux en faire un troisième, tu vois, un troisième bouquin. Et là je commence, tu vois, à prendre conscience du truc et on me propose une ébauche de scénar. Et là, tu vois, le scénar me plaît pas. Et à ce moment-là, j'ai un déclic de me dire je peux prétendre à plus, tu vois, je peux commencer à sélectionner mes histoires, je commence à comprendre ce que j'aime aussi en termes de narration, ce que j'aime en termes de récit. Et j'ai plus envie de faire juste le dessinateur pour un scénariste, tu vois, j'avais envie, même si après j'ai bossé avec des scénaristes, en tout cas j'ai sélectionné vachement plus les gens avec qui j'avais une affinité très forte. Et un projet vraiment qui me parlait vraiment au fond des tripes, tu vois, pas juste faire de la BD pour en faire mon métier, quoi. Ok. Et du coup, à ce moment-là, tu étais encore en études de graphisme ? Ouais, j'étais encore en études de graphisme, mais en fait, donc là, j'avais du coup arrêté de bosser avec cet éditeur-là. Et vient mon stage d'été, tu vois, fin de l'année. Et en fait, dans une maison d'édition Ankama qui existait, il y a un mec qui bossait à l'édition, qui connaissait mon boulot sur Internet et tout. Tu vois, encore une fois, Internet, ça m'a vachement aidé à ce niveau-là. Et j'ai l'impression qu'effectivement, toutes les connexions que tu as pu faire, c'est... Ouais, tu sors vraiment de ta bulle en fait avec Internet. Ouais, ok. En fait, tu te retrouves avec des auteurs en fait, qui habitent partout dans la France, des éditeurs qui sont partout dans la France, même aux États-Unis, des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'Internet, ça permet de tout rejoindre hyper simplement, quoi. Toi, t'habitais à Paris à ce moment-là ? Ouais, pour les études, j'habitais à Paris. Ouais. Ok. Et du coup, il y a un mec qui connaît mon taf, il en parle au directeur de collection qui est Run à ce moment-là. Ok. Et du coup, Run me contacte et il me dit tiens, est-ce que ça t'intéresse de travailler en Kama, faire de la BD et tout. Moi, je sais pas, je suis étudiant, même si j'avais déjà bossé avant, j'essayais au moins de me concentrer sur mes années d'études. Il me dit c'est pas grave, viens faire un stage. Et du coup, en fait, j'ai fait comme ça un stage la première année, un stage la deuxième année, où là, j'ai découvert le monde de l'édition. La première année, j'ai travaillé sur un petit trailer pour une BD. Moi, je faisais un peu d'animation. Et deuxième stage, là, j'ai vraiment bossé sur un projet de BD. Ça s'appelait, à l'époque, c'était le lancement de Doggy Bags, qui était une série d'anthologie et d'horreur. Donc voilà, j'ai fait ça en stage et à ce moment-là, à la fin du stage, il me dit ok, salut et tout. Il me dit par contre, moi je lance la production de mon film Mutafukaz là dans quelques mois. Ça va se passer avec le Japon, machin. Et je fais mais c'est chaud parce que moi il me reste ma dernière année à finir et tout. Il fait bon, réfléchis-y et tout. Je démarre en septembre ma troisième année de graphisme. Et là, c'était une école qui était plutôt pas mal, ça s'appelait l'EPSA, c'était à Paris. Mais la troisième année était très différente. Et là, je fais une semaine et je vois les nouveaux programmes de l'année, les nouveaux profs et tout. Et puis là, je me dis, ouais, non, ça m'intéresse plus et tout. Donc là, je rappelle Run, je fais, ok, c'est toujours chaud, c'est toujours un bon pour que je vienne bosser sur le film. Là, du coup, il me dit oui. Et puis du coup, là, je suis parti chez Ankama, où j'ai pu enfin faire un peu d'animation, enfin, de la pré-production de films. Ok. Mais voilà, voir un peu ce milieu-là aussi. Donc, c'était une super expérience parce que j'avais à la fois le côté animation, il y a le côté BD pur et dur, et le côté édition, donc voilà, comment marche le marché, comment on sélectionne des auteurs, comment on fait de la fab sur les bouquins, et tout. Donc en fait j'avais une vision hyper globale du milieu, et ça, en termes d'expérience c'était top, quoi. Ok. Donc si je dois résumer, les deux trucs qui t'ont vraiment aidé dans ton début de carrière en tout cas, c'est à la fois d'un côté internet qui a permis de te rencontrer des gens qui avaient la même passion que toi, et de l'autre de faire des stages de manière concrète. Ouais, et puis d'avoir des expériences professionnelles aussi, de faire de la BD, quoi. Ouais, c'est ça. Effectivement, je pense qu'Internet c'est hyper important. Les expériences,
elles sont cruciales parce que je pense que la BD c'est hyper dur de l'apprendre à l'école. Ok. La BD c'est à la fois très codé, en même temps c'est hyper libre. Et je pense Surtout avec le label 619. Oui. Ouais, c'est ça. Et puis en fait la narration c'est un truc qui est hyper dur à enseigner, qui est hyper complexe. Tu peux faire quasiment tout ce que tu veux tant que c'est justifié et tout. Et du coup les écoles, je pense que c'est un peu compliqué parce que les écoles vont plutôt t'apprendre des sortes de trucs assez techniques, genre faites ci, mettez tel nombre de cases, mettez des bulles comme ci, comme ça. Alors qu'en fait en BD, si tu le fais intelligemment, tu peux tout déconstruire, quoi. Ok. Et c'est vrai qu'Internet, à côté de ça, ça a été super intéressant parce que tu côtoies plein de gens, tu as plein d'avis sur le taf. Moi, je sais qu'au début, j'étais beaucoup sur des forums français, donc c'était cool. Et à un coup, je me suis dit, tiens, je vais sur les forums américains. Donc déjà, ça m'a vachement fait apprendre l'anglais, c'était top. Et d'un coup, je voyais plein de styles différents, du comics indé, des mecs qui font du comics de super-héros. Et c'est marrant, tu vois, c'était il y a plus de 10 ans. Et maintenant, je vois c'est des mecs qui bossent sur le dernier Spider-Man, un truc comme ça. Donc je me dis, tiens, c'est cool, c'était ce petit groupe de personnes qui s'étaient retrouvées à un endroit. En fait, tout le monde est reparti chacun a pris son chemin, mais chacun a trouvé un bon lieu, tu vois. Donc ouais, Internet c'est top, même aujourd'hui ça permet de contacter des éditeurs. Moi j'ai eu la chance d'être édité aux États-Unis un peu plus tard. Et ça c'est grâce aussi, pareil, encore une fois à Internet, où il y a un mec qui est tombé sur mon blog et tout, qui me dit tiens, si tu veux faire la BD. Donc ça casse un peu la distance, ça casse aussi un peu peut-être le cérémonial de se dire ouais, je fais un dossier BD, je dois faire ça dans une belle enveloppe. Alors non pas qu'il faut être forcément des fois trop amical, des fois t'as des mecs qui déboulent dans tes messages et ils parlent comme si t'étais leur meilleur pote, c'est un peu étrange. Okay. Mais en tout cas c'est vrai que ça permet le contact facile et ça c'est top. Et la BD c'est un milieu qui est réputé pour être assez difficile quand même. Enfin comme tu disais tout à l'heure justement c'est encore assez niche. Ouais. D'ailleurs je crois que c'était hors caméra. En off tu disais que c'était un milieu assez niche. Et je voulais savoir justement comment tu vis avec cette contrainte-là en fait que parmi la pop culture, ou à côté par exemple tu as le manga, ou tu as justement les dessins animés, etc. qui sont peut-être plus grand public, comment tu arrives à t'en sortir dans ce système-là et à te dire ouais je vais continuer dans cette voie-là même si... C'est toujours un peu... C'est toujours un peu le dilemme. Toi, comment tu le ressens en fait en tant qu'auteur ? En fait, c'est frustrant et bien aussi. C'est que c'est frustrant parce que des fois, tu as l'impression d'être vraiment dans une niche, effectivement, et de parler qu'à des gens qui sont ultra fans de BD ou à des médias qui sont que spécialisés BD. Alors, non pas que c'est pas des gens intéressants, mais tu as l'impression que ton taf va jamais un peu dépasser ce plafond de verre, en fait. Parce que la BD aura toujours un peu une aura, un peu c'est pour les enfants ou c'est pour les ados, même si ça change doucement, tu vois, mais voilà, il y a un public franco-belge qui est une autre niche encore, donc des fois tu as l'impression de taffer uniquement pour les gens que ça intéresse déjà de base, tu vois, et ce qui est cool dans les métiers de création en général, c'est de partager avec des gens et de faire découvrir des trucs, tu vois, c'est ça qui est cool aussi, c'est de s'ouvrir à d'autres domaines et tout, donc des fois il y a un côté un peu frustrant, puis c'est vrai que du coup ça fait un petit milieu qui est un peu plus compétitif, même si moi j'ai eu de la chance en termes de ma carrière. Après ce qui est agréable aussi c'est que comme c'est un milieu de niche, en fait on y gagne une certaine liberté et peut-être on s'enlève un peu de pression aussi, tu vois. Je pense que quand tu bosses je sais pas, sur une grosse série télé, un truc comme ça, directement c'est des gros budgets, tu es obligé de parler à beaucoup de gens, donc tu dois vachement soit polisser ton discours, soit faire attention aux diffuseurs, trucs comme ça. C'est vrai que la BD, il y a un côté un peu plus niche, mais en même temps un peu plus libre, parce que son côté qui a moins d'impact, du coup tu peux être un peu plus agressif et ça le rend un peu plus libre en fait. Donc faut vivre un peu avec les deux, tu vois. Donc il y a des moments où tu te dis quand tu regardes les chiffres de vente et tout, et tu te dis est-ce que j'ai touché un peu mon plafond, tu vois, genre ok mon lectorat s'étend et ça bougera pas. Puis tu t'aperçois des fois avec certains bouquins, en fait tu arrives à toucher plus de gens et donc voilà, ça évolue un peu doucement comme ça, donc c'est particulier. Après maintenant tu vois, je me sens bien, tu vois, c'est un milieu qui m'intéresse toujours autant. Ok. Et en plus je crois que maintenant tu écris des BD, mais à côté tu conseilles aussi des jeunes auteurs. Ouais. Comment est-ce que ça te permet aussi, pour parler financièrement aussi,
Est-ce que ce qui te permet de vivre, c'est la vente de BD ou c'est d'autres activités que tu fais à côté aussi? C'est d'autres activités en fait. On va dire que gagner de l'argent sur les ventes de BD, c'est assez rare en fait. Ok. Nous en fait, la plupart du temps, quand on fait un projet de BD, en fait, on est payé en avance, donc c'est une sorte d'enveloppe qu'on reçoit et après les ventes vont servir à rembourser en fait cette avance. Ok. Après l'avance, tu la gardes. Si ça se vend pas bien, tu la gardes quand même. Mais du coup, il faut quand même passer un palier en fait de vente pour commencer à toucher de l'argent sur chaque vente. Moi, je commence à toucher un petit peu d'argent avec mes bouquins, mais tu vois, c'est parce que c'est des bouquins qui ont plusieurs années, qui continuent à se vendre doucement, et puis tu vois, ça arrive. Mais en tout cas, je ne me suis jamais basé là-dessus pour gagner financièrement ma vie. Ok. Moi, je me suis plus dit, je vais faire d'autres activités dans le dessin. Donc, ça va être de l'illustration pour des magazines, des couvertures de bouquins. Des podcasts aussi. Des couvertures de podcasts. Et puis là, depuis 3-4 ans, le jeu vidéo aussi, il commence à avoir une demande pas mal dans le jeu vidéo d'avoir des artistes purement illustratifs. Donc c'est ça en fait, c'est trouver cet équilibre-là avec d'autres petites activités qui permettent de faire des mois normaux, tu vois. Parce que c'est vrai que la BD, c'est un milieu qui paye pas énormément. Et en plus, c'est des temps de production qui sont super longs, quoi. Tu vois, sur Frontier, c'est facilement 2 ans et demi, 3 ans. Donc ouais, il faut réussir à vivre avec l'avance qu'on a, et en général c'est pas énorme par rapport à ça. Donc soit tu mises sur les ventes, mais bon, ça arrivera après et c'est un pari, soit tu fais un peu autre chose à côté, c'est ce que je fais, quoi. Ok. Donc l'important c'est de se diversifier dans plusieurs. Bah ouais, moi je trouve que c'est en tout cas sans vouloir vouloir faire plein de fric, tu vois. Ça n'a jamais été mon but, mais au moins vivre sereinement, tu vois. Ok. Et en plus, ça permet, si ton calendrier le permet, ça permet de changer un peu d'air, d'essayer des styles graphiques différents, de se faire aussi connaître différemment. C'est vrai que moi, des fois, il y a des gens qui m'ont dit tiens, j'ai joué à tel jeu, j'ai vu que tu étais cara designer là-dessus. Du coup, j'ai vu que tu avais sorti une BD, donc ils vont voir la BD. Et puis inversement, des gens qui me suivent sur la BD, ils vont aller sur les jeux vidéo. Tu vois, donc c'est cool, ça fait des ponts aussi entre différents médiums. Pareil, tu vois, j'ai fait. Donc tu as des gens qui te connaissent pour plein de raisons différentes. C'est ça, ouais. Et moi, je trouve ça cool. Tu vois, j'ai pas. Mon œuvre, c'est pas que mes bouquins qui sortent, c'est un peu cet ensemble de petites productions. Je sais que, ouais, tu vois, avec les couvertures que j'ai fait pour des podcasts, les gens ils découvrent mon travail par un truc de podcast, tu vois. Et après ils se disent tiens, en fait, mais c'est un. Elle est magnifique. La couverture, elle est super. Avec les bonhommes sur le pont, là, j'ai trouvé trop bien. Et d'ailleurs, il y a des gens qui disent à quand la BD fantasy de Guillaume Sangelin, je les rejoins. Franchement, j'ai grave envie de voir ça. Mais ouais, c'est cool, tu vois. Et puis c'est chouette de voir des gens qui viennent te voir pour d'autres raisons. Et du coup, justement, tu casses un peu ce côté un peu niche de la BD, quoi. Même si mon activité principale c'est la BD. Je sais que maintenant il y a plein de gens du jeu vidéo qui viennent me contacter, qui viennent acheter mes BD parce qu'ils ont vu mes dessins dans des jeux, tu vois. Donc c'est bien, tu vois, ça diversifie un peu les gens, ça donne d'autres visions, donc ça c'est top, quoi. Et du coup, tu me disais que faire de l'argent c'était pas ton but. Non, tant que je vis simplement sans galère, ça me suffit, tu vois. C'est quoi ton but du coup? Vaste question. Non, mais plus précisément, en fait. Du coup, tu as fait plusieurs BD, tu as fait des jeux vidéo, etc., comme on dit depuis tout à l'heure. Mais tu vois ça comme une œuvre totale. Et du coup, pour toi, quel message tu véhicules avec cette œuvre, en fait? C'est une vaste question. Non, c'est... Je dirais que le but, c'est pas forcément de faire passer un message directement aux gens. Moi, je vois... Enfin, en tout cas, dans ce que j'ai écrit, tu vois, vraiment, sur les projets où je suis auteur et... Enfin, écriture et dessin, c'est plus une sorte de psychanalyse en fait, tu vois, c'est voir un peu tout ce que j'ai dans les tripes et puis et essayer de les sortir et en faire un récit qui soit divertissant, qui amène le lecteur dans un autre univers. Mon but il n'est pas forcément, tu vois, d'imposer des idées ou de dire voilà, tel message c'est le bon et bien sûr. Faut que vous le preniez, tu vois. C'est plus un questionnement, tu vois, que moi je peux avoir justement sur des questions de société ou autre. Et la BD ça me permet de me poser ces questions. C'est pour ça que j'aime bien aussi créer plusieurs personnages qui l'un va avoir un avis, l'autre va avoir un avis. En fait, c'est moi-même qui tergiverse, tu vois. Et du coup, voilà, après t'as les lecteurs, ils vont capter le message d'une certaine manière. Je sais que sur Frontier,
T'as des gens qui vont me dire ouais tout ça parle d'écologie, ça parle du monde du travail, et puis il y a d'autres gens qui vont me dire ah tiens j'ai l'impression que ça me fait penser à la rupture tu vois, amoureuse, d'autres ça va être sur la quête de passion, enfin tu vois en fait c'est ce qui est cool, c'est que quand tu fais une BD qui est assez qui pose plein de questions, qui est assez flou finalement dans son but, en fait ça fait cogiter les gens, et en fait je trouve le plus intéressant c'est que ça te fait réfléchir. Et moi j'ai toujours bien aimé tu vois, les films où tu finis le truc, enfin un film ou autre, et après tu y penses encore plusieurs jours après quoi. Exactement, bah, en général je pense que c'est un chef-d'œuvre, c'est ça genre. C'est ça que ça reste dans la tête, ça te pose des questions, tu sais pas si tu es d'accord avec tout, en même temps ça te fait réfléchir sur d'autres aspects et tout, et c'est toujours mieux quoi. C'est vrai que les films que tu as vus, et tu passes un moment mais que tu oublies le lendemain, en fait tu dis ouais, en fait il n'y avait pas grand chose à me donner quoi. Donc ouais, mon but serait un peu ça, serait de juste créer cette réflexion après coup quoi. Et du coup, tu disais que tu tergiverses beaucoup avec toi-même, parce que d'après ce que j'ai compris, la BD c'est un métier assez solitaire aussi. Ouais. D'après ce que j'ai compris aussi, ça n'a pas l'air de trop te déranger. Tu m'as dit que tu étais assez solitaire. Ouais, j'ai accepté le truc. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments où c'est dur quand même justement d'être seul face à son carnet? Par exemple, tu disais au début que quand tu travaillais avec le premier éditeur, tu n'avais pas tant de retours que ça. Maintenant, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, tu travailles avec le label 619. Ouais. Tu es même co-dirigeant du label. C'est ça. Et comment tu vis aussi cette nouvelle manière de travailler peut-être? C'est différent, mais effectivement, c'est vrai que les années passent et effectivement, je change un peu. Je suis toujours un caractère tu vois, assez solitaire et tout. C'est pour ça que c'est un métier qui me convient bien. Après, c'est vrai que sur des projets, finalement d'autant plus sur des projets solo, tu vois, comme ça, il y a un moment où je suis vraiment en sous-marin, et à un moment j'ai besoin de parler avec des gens pour avoir un retour frais sur mon projet, parce que quand tu passes 2 ans sur un bouquin, tu as la tête dans le guidon, en fait, tu sais plus du tout si c'est bien ce que tu racontes, si ça fonctionne bien en termes purement techniques narratifs. Et même des fois tu te dis mais où je vais justement avec mes réflexions et tout, et tu as besoin de quelqu'un justement à un moment qui vient prendre le projet. Et là c'est avec mes camarades du label, avec Mathieu, Florent et Ron, qui eux ont lu le bouquin vers la fin tu vois, de la production, et qui m'ont fait plein de retours, qui ont essayé de comprendre ce que je voulais raconter, qui m'ont corrigé, et en fait ça c'est un boulot qui est hyper intéressant quoi, mais ça vient vraiment à la fin. Mais après avec eux c'est voilà, quand Ron voilà, nous a proposé à moi, Florent et Mathieu d'intégrer le label vraiment en tant que co-dirigeant. Bah, l'idée c'était de participer à tout ça, mais c'est aussi parce qu'on se connaissait depuis des années. Il y avait une relation de confiance. Ouais, voilà, c'est avant tout ça, c'est qu'on est super potes, on se fait ultra confiance, on partage énormément aussi de culture commune, d'idées. En même temps, on a des divergences sur certains trucs, mais en tout cas, on a une relation qui est assez saine. Et c'est le meilleur moyen justement pour discuter d'un projet, tu vois, même quand on va soumettre des nouveaux projets, on en discute entre nous, et il y a un peu ce plaisir là c'était il y a quelques mois où je commençais à réfléchir sur mon prochain projet après Frontières. Où j'en ai parlé, voilà, on s'était fait une sorte de petite réunion un peu à la cool et tout, et j'ai retrouvé le feeling que j'avais quand j'étais ado, où cette pause, j'étais avec mon frère et puis on commençait à dessiner sur des grandes feuilles et tout. Là c'était pareil, ouais, tout serait bien de faire ça comme histoire. Et puis tiens, moi je connais tel film, ça pourrait être une bonne référence pour vous et tout. Et tu partages comme des gamins, et tu te racontes des histoires et tout. Et puis tu as une sorte d'effervescence comme ça pendant plusieurs heures. Et puis après tu rentres chez toi, tu proposes des idées à plat, et là tu commences à avoir un script qui aboutit vers un vrai projet concret. Donc c'est ouais, il y a vraiment un plaisir collectif sur ces petits moments qui sont assez importants, surtout au début du projet et à la fin d'un projet, qui sont hyper importants. Et donc il y a cet aspect-là dans le collectif que j'aime bien maintenant, et après maintenant moi je bosse aussi en atelier. Donc là c'est un atelier qui est très diversifié. Il y a des auteurs de BD, enfin il y a un auteur de BD, il y a un éditeur de BD aussi. Il y a aussi des architectes, des designers, des motion designers. Et en fait c'est hyper intéressant parce que du coup on est vraiment un groupe où ça parle de plein de trucs différents, ça ouvre à plein de choses. Et puis maintenant, moi j'aime bien, même si c'est assez studieux, on parle pas beaucoup, bah, le fait juste de sortir de chez soi, de retrouver des gens dans un atelier, et puis voilà, ça permet de créer aussi des espaces de travail, des espaces de détente entre chez toi et l'atelier, donc c'est assez chouette. Donc pour toi, c'est un avantage de ne pas avoir son atelier à la maison forcément? Bah, au début, tu travaillais chez toi, j'imagine? Au début, je travaillais chez moi. Pendant 2 ans, c'est bien passé, et je crois qu'aujourd'hui, j'arriverai plus en fait à bosser chez moi.
parce que c'est trop. Moi, des fois, c'est ce que je conseille justement à des jeunes auteurs qui cherchent un peu à trouver deux lieux. Je trouve ça assez un peu plus sain. Après, voilà, chaque caractère est super différent dans le travail, donc c'est toujours dur de donner des conseils. C'est des propositions, tu vois, c'est des idées, quoi. Bah, comme avec tes BD, quoi. Tu proposes, mais tu dis pas c'est la réponse aussi. Mais ouais, pour toi, c'est important d'avoir un équilibre quand même entre justement le taf et la sphère privée, quoi. Après, de toute façon, c'est un taf que tu ramènes tout le temps chez toi, malgré tout, tu vois. Je veux dire, quand tu penses à un scénar, t'es sous la douche, tu penses à un truc, tu t'en sors, c'est le dimanche après, ta seule envie, c'est de commencer à noter tes idées pour pas qu'elles partent. Et souvent en scénar, en plus, c'est des idées qui pop comme ça, tu vois. Tu les as pas demandé, quoi. Et quand tu te dis, ah putain, au milieu de la nuit. Et puis, quand tu. Et puis la BD, c'est vrai que c'est des temps qui sont assez longs, tu vois. C'est facilement 2-3 ans pour une BD. Et t'es pas forcément cadré à la journée, tu vois. C'est à chaque auteur de savoir se gérer. Après, des fois, tu as des éditeurs. C'est 2-3 ans pour une BD de combien de pages à peu près? On va dire entre 150 et 200, tu vois. Ok. Et après, chaque personne a un peu son rythme. Son format aussi, oui. Mais c'est vrai que tous les éditeurs ne vont pas forcément, tu vois, surveiller ça à un auteur. C'est chaque jour, dire est-ce que tu as avancé ou lui dire, ok, telle semaine, il faut que tu aies fini 3 planches. En général, tu es assez libre dans ton calendrier. Et donc, il faut faire un gros travail d'organisation là-dessus. Ouais. Et il y a beaucoup de projets qui ne finissent jamais? Non, en général, les gens finissent quand même. C'est quand même rare. C'est comme des cas de figure très rares où vraiment les gens disent non. Il y a quand même un engagement personnel qui est assez fort. Donc, moi, les quelques fois où j'ai vu des situations comme ça, c'est que les gens en fait changeaient quasiment de carrière en fait, de course. En fait, ça les intéressait plus. Ils ont trouvé un boulot ailleurs et ils laissent tomber, tu vois. Mais en général, non, les gens finissent. Il y en a après, voilà, qui des fois rajoute 2-3 ans de plus sur un projet, donc ça c'est un peu compliqué, mais après voilà, en tant qu'éditeur tu fais pas la police, tu vois, donc ça demande un gros effort pour les auteurs et surtout chez les jeunes auteurs de savoir se gérer, de dire ok, je vais me faire un planning. Donc il y a toujours, tu penses toujours au boulot, des fois moi c'est pareil, en période de fin de projet, je ramenais du boulot le soir, le week-end pour pouvoir avancer, pour être sûr que ça tienne la date limite, quoi. Donc les deux seront toujours mélangés, mais bon, justement le fait d'avoir 2 espaces, ça m'aide de créer un peu de distance de temps en temps, quoi. Mais c'est marrant parce que tu vois, on rapproche souvent la BD et le manga, et j'ai l'impression que les deux ont des problèmes qui sont à l'extrême opposé, dans le sens où quand on entend parler de l'industrie du manga, on entend des rythmes de malade, où le gars il doit faire un chapitre par semaine, ils font des burn-out et tout, machin. Et qu'en France, du coup, d'après ce que tu me dis, j'ai l'impression que c'est plus l'inverse, où limite c'est trop chill, et que du coup tu peux aussi faire un burn-out parce que tu sais pas comment. Je pense que ça se rejoint quand même au final, mais pas sous la même forme. C'est que le Japon, il y a cette dimension du rendement à la semaine qui est hyper fort. Mais eux, après, ils ont construit leur industrie autour de ça. C'est que c'est les magazines de prépublication. C'est ça. Et ils ont des assistants qui vont justement aussi, les aider. C'est pas aider, mais voilà, qui participent à une production. C'est un truc collectif, finalement. Donc, tu as des assistants. C'est pas du tout l'auteur de BD qui est tout seul. C'est vraiment, là, pour le coup, c'est vraiment des équipes. Et même, ils ont un système au Japon d'éditeur qui s'appelle le Tanto, où c'est vraiment un mec qui va. Tu vois, le mec qui gère vraiment un auteur et c'est quasiment une sorte de nounou slash éditeur. Il va passer chez lui, il va vérifier que le mec a fini ses trucs. Ah oui. À une époque, quand c'était encore des planches, quand les mecs bossaient en originaux, le gars arrivait le dimanche ou je sais pas quel jour, tu vois, et puis il dit est-ce que tu as mes planches? Hop, il les récupère, il les ramène à la maison d'édition. Donc en fait, c'est très intense, mais ils sont aussi très entourés. Alors ça n'empêche pas les burn-out et compagnie. C'est presque l'huissier qui tape à ta porte là quand même. C'est un peu ça. Non, mais c'est vraiment une vision qui est très différente et nous on n'a pas du tout ça en France. Ok. Nous c'est vraiment l'auteur, il est dans son coin et il gère son timing comme il veut. Sauf qu'à la fin il y a une date qu'il faut éviter de repousser. Je crois qu'on voit un peu ça dans Bakugan, non? Oui, carrément. C'est assez bien expliqué ce système-là. Un manga sur les auteurs de manga, du coup. Oui, pour découvrir ce milieu-là, ça donne les bases. Mais c'est vrai qu'en BD en France, c'est vraiment des auteurs isolés qui vont devoir se gérer. Après, ça n'empêche pas que c'est énormément de taf parce que c'est des bouquins qui sont
souvent en couleur déjà, donc ça rajoute du boulot. Et Ouais, c'est sûr. t'es les seuls aussi, alors des fois il y a des équipes coloristes, machin, tout, mais bon, ça reste comme des tafs qui sont très, très prenants, mais c'est vrai que t'es pas fliqué à la semaine, t'es fliqué à la fin de l'année. Et donc voilà, il faut être prêt, parce que souvent les gens qui n'arrivent pas trop à se gérer au début d'un projet, puis arriver 6 mois avant la deadline, ils se mettent à fond la caisse parce qu'ils se disent merde, je vais pas le tenir quoi. C'est particulier. Et donc, pour revenir sur Frontières et justement son processus de création aussi, t'as fait un petit cahier de processus à la fin, où tu expliques que les premières idées de cette BD, elles remontent il y a 10 ans, donc en 2013. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu, enfin c'est déjà assez bien expliqué, on voit en fait l'évolution des croquis, etc. Si vous lisez la BD, vous le verrez. Et est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment tu pars d'une idée en 2013 à une BD de 200 pages en 2023? Ouais, j'imagine que c'est un travail de ouf, mais un petit résumé de... Ouais, en fait, il faut se dire, c'est vrai que quand j'ai fait cette petite partie bonus, c'est vrai que beaucoup de gens me disent ça fait 10 ans que tu travailles sur ce projet-là. En fait, c'est pas vrai dans le sens où j'ai mis 10 ans, tu vois, vraiment à plein temps à faire ça. C'est que moi, quand je bosse sur une BD ou quand je suis sur un projet professionnel, n'importe lequel, j'aime bien toujours avoir du temps libre en fait pour dessiner pour moi en fait, parce que j'aime trop dessiner en fait. C'est vraiment ma passion première, tu vois. C'est vraiment quand je dessine pas, je suis un peu malheureux, donc j'ai toujours un petit carnet où tu vois, je dessine des trucs qui n'ont rien à voir souvent avec le projet que je suis en train de faire. Donc ça me permet de tester des univers, de tester des styles graphiques, ou parce que j'ai vu tel film, telle série, vu tel bouquin, ça me donne envie de dessiner des trucs. Et puis tu vois, je pose mes petits dessins dans le carnet. Donc là en 2013 c'était les 2 petits cosmonautes, tu vois. Et mon idée après c'est j'aime bien créer des petites scénettes en fait avec ces personnages-là, sans me dire que ça va être un projet, il faut une histoire et tout. C'est plus de dire ok, vas-y, je les dessine dans l'espace, puis après tiens, ils sont dans l'espace, mais à un moment ils doivent bien rentrer, donc tiens, je vais le dessiner en train de rentrer dans une station, puis à quoi ils ressemblent sans combi, et puis tu vois, je fais des petits dessins, mais ça va être un par semaine, un par mois, puis des fois je vais voir des rushs où je vais faire 10 dessins sur un week-end, et puis après je vais laisser reposer. Et en fait, c'est qu'un croquis, en fait, je dessine plein de styles différents, parce que là je montre que les dessins qui sont liés à Frontières, mais en fait, durant ces 10 ans, en fait, il y a plein de styles différents que j'ai pu faire. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, tu vois, je m'aperçois peut-être au bout de, on va dire 2013, peut-être en 2020, tu vois, je remets mes carnets, je regarde mes trucs comme ça, et je dis putain, ces petits persos SF et tout, ça faisait déjà 7 ans que je les dessine, c'est qu'il y a un truc, tu vois, à ce moment-là, c'est pas un de projet, c'est juste me dire, ok, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Et si je les dessine depuis 7 ans, c'est que je vais pas me lasser à en faire un projet de BD. En fait, il y a ça aussi, tu vois. Mais ce que j'appelle souvent un peu, c'est l'épreuve du temps, tu vois, par rapport au dessin ou au scénar, c'est que j'aime bien poser des trucs en avance et je regarde si 6 mois, 1 an plus tard, en fait, ça me plaît toujours en fait ce que j'ai fait. En général, si ça me plaît toujours, c'est qu'il y a un truc un peu plus fort à creuser, quoi. Alors que des fois, il y a des dessins, je les fais, je suis super content et tout, et puis une semaine après, je suis en fait, cet univers-là, il était nul, tu vois. Ok. Donc en fait, t'as un exemple d'univers nul? Non, enfin peut-être pas nul, mais en tout cas des trucs où je me dis ouais non en fait cette piste graphique sur le moment ça m'a intéressé, mais je me vois pas créer des univers là-dessus, des histoires où finalement là j'ai plus envie de faire des univers tu vois réalistes, j'ai envie de casser un peu ça, ou des personnages plus avec des morphos différents, trucs comme ça. Donc ça me permet un peu de jauger mes tendances du moment, tu vois, de ce qui me fait envie. Okay. Et voilà, tu vois, du coup, je pense que c'était après genre en 2020, je vois tous ces croquis, j'étais en fin de projet, donc là je commence à réfléchir plus concrètement à ce que je fais après. Et du coup, là je reprends tout ça, et là je me dis, ok, vas-y, écris une vraie histoire avec tous ces croquis, toutes ces petites idées éparses. Et parce que des fois je donne aussi des petits bouts d'idées, tu vois, des petits bouts de phrases, genre, ce serait bien que l'univers soit comme ça, ou tel perso serait bien qu'il soit comme ça. Puis voilà, je récolte tout ça, toutes ces archives, et puis j'essaie de voir comment je peux l'englober dans un projet. J'enlève ce qui est moins intéressant, j'essaie de garder vraiment l'essentiel, et puis voilà, ça se fait comme ça, quoi. Mais c'est vraiment un côté marathon sur le côté, et le but c'est vraiment pas de faire des projets avec tout ça, quoi. C'est vraiment, le but c'est juste de me faire plaisir en tant que dessin. Et c'est presque un jeu, tu vois, c'est vraiment comme quand t'es gamin, tu joues avec tes Playmobil, bah là c'est pareil, c'est hop, tu seras content d'un univers, une histoire vite fait, et puis tu laisses dans ta caisse, et puis à un moment tu la ressors ta caisse, et puis tu essaies de voir ce que tu peux en faire de concret, quoi. Ok. Donc ça part vraiment d'un petit kiff, et après c'est ça, ouais. Ça s'ouvre vers d'autres trucs, quoi. Ouais, c'est pas du tout genre le
le projet de vie, tu vois, de 10 ans, où Ouais. je me dis, ouais, je vais faire un truc de SF, et pendant 10 ans, j'ai réfléchi à mon scénar et tout. En fait, non, c'est le scénar tel qu'il est aujourd'hui, il est arrivé vachement plus tard. Avant, Ok. ça partait dans tous les sens, et au contraire, ça m'a permis d'explorer plein de facettes de la SF. Tu vois, il y a des moments où j'étais plus, j'aimerais bien faire un truc un peu plus claustro, vraiment que dans une station limite alien. Et puis des fois, je faisais des dessins où c'était plus de la SF à la Dune, tu vois, quasiment fantastique et tout, avec très loin dans le futur. Puis après, je me suis aperçu que ouais, j'aimais bien comme le côté un peu terre à terre, un peu hard SF, où tu es plus dans le réel et tout. Donc ça me permet aussi de chercher plein de pistes et de me dire vraiment qu'est-ce qui me plaît là-dedans, quoi. Ok. Et là aujourd'hui, ça fait 2 semaines que Frontières est sorti. Comment tu te sens et quel retour tu as eu? Et parce qu'il y a aussi un truc dans les métiers artistiques, c'est qu'au bout d'un moment, bah, forcément, tu dois. Enfin, pas forcément, mais en tout cas, il y a un moment où tu confrontes ton œuvre à un public. Ouais. Comment tu te sens là 2 semaines après la sortie de la BD? Bah, je me sens un peu soulagé, je t'avoue Ouais. que Ça doit être beaucoup de pression aussi les sur jours derniers jours. avant, je me souviens que quand j'ai fait justement cette partie de relecture dont je te parlais avant, j'étais hyper déprimé, enfin pas hyper déprimé, mais j'étais hyper. Je me dis ouais, parce qu'il y avait plein de corrections et tout, et Ouais. sur le coup ça m'a paru énorme, et je me dis ouais, c'est le projet, il a plein de problèmes, tout. Alors, c'est un passage obligatoire d'avoir un peu ce choc de la relecture. Et quelques semaines après, il y a l'éditeur qui m'appelle, il me dit ouais, on a reçu le bouquin, il sort de l'imprimeur et tout, est-ce que tu veux passer le voir et tout. Voilà, je cours chez l'éditeur, je vois l'objet, je suis hyper content. Et après à ce moment-là, je me suis dit ok, c'est bon, il est imprimé. Limite, ça me faisait plus ni chaud ni froid qu'il sorte ou pas, en fait, c'est que c'est Ok. bon. Tu vois, mon travail il était achevé. Ok. Et j'avais encore peur, tu vois, du retour du public et tout, ouais, parce que c'est des projets qui sont hyper perso en fait, donc en plus il y a de l'attente. Et c'est vrai que les côtés critiques, que ce soit dans la presse ou les lecteurs, bah, eux, tu vois, ils vont vraiment en parler comme voilà, c'est un objet qu'ils ont acheté, ils ont une BD, puis ils vont dire si c'est bien ou pas. Moi, pour moi, le bouquin est hyper personnel, tu vois, donc si j'ai des retours un peu négatifs, bah, en fait, je vais les prendre un peu pour moi, tu vois. Même si, voilà, au fur et à mesure des années, je me suis vachement détaché de ça, mais c'est vrai que j'étais hyper stressé par rapport à tout ça, quoi. Et finalement, voilà, la sortie s'est bien passée, j'ai eu des super retours, il y a eu de la bonne presse, ça a réagi comme j'espérais, tu vois, justement, sur ce côté un peu où chacun s'approprie le projet comme il a envie. Les lecteurs de SF, ils trouvent ça rafraîchissant. Les gens qui ne disaient pas de SF, ils se sont dit, bah, tiens, c'est cool, ça m'a intéressé à la SF. Les gens qui me disent, ah, tiens, j'ai bien aimé tel perso, moi tel perso. Donc, en tout cas, ça fait réagir les gens dans le positif. Donc, voilà, maintenant je souffle un peu, ça me fait du bien, je suis content. Et maintenant, tu vois, je suis content que les gens puissent le lire. Mais ouais, puis c'est vrai, c'est ce côté. Tu passes de 3 ans en solitaire sous-marin à d'un coup avoir un peu ce côté un peu. À faire des interviews. C'est ça, faire des interviews, ce côté un peu médiatique, et puis même le côté un peu bouche-oreille. Moi je vois sur Insta, tu vois les stories, les gens qui partagent le bouquin et tout, et d'un coup, ouais, ton projet il t'appartient plus totalement, tu vois, ça devient un truc un peu général. Donc c'est 2 étapes qui sont hyper différentes. C'est vrai que le moment de rupture entre les deux, il est assez particulier à vivre. Ouais. Ok. Et cette BD, justement, elle parle beaucoup d'engagement aussi quand même. Et tu disais que à la fin, ça apportait un message. Enfin, non, c'est justement que ça n'apportait pas de message, mais que tu laissais plus en questionnement. Ouais. Mais il y a quand même des grands thèmes qui sont bien présents. Et je pense surtout à l'écologie. Ouais. Est-ce que c'était à partir de quel moment tu t'es dit que tu voulais aborder cette thématique-là? Et aussi, est-ce qu'il y a, je sais pas, des actualités qui t'ont inspiré parce qu'on parle beaucoup d'écologie depuis 5-6 ans, on va dire, surtout, peut-être un peu avant. Et ouais, est-ce qu'il y a des grandes actualités qui t'ont inspiré à en parler, quoi? Étrangement, enfin, il y a plein de trucs qui m'ont marqué sur l'écologie ces dernières années, mais ça n'a jamais été ça en fait qui m'a donné envie d'en faire. Et on va dire que le timing est plutôt bon, c'est que le bouquin parle d'écologie, et effectivement on est dans une époque où ça devient une question assez centrale, mais moi mon père a bossé sur des protections de parcs, protection de zones sauvages et tout, donc en fait j'ai toujours grandi avec cette notion de ouais, il y a des lieux naturels qu'il faut protéger, qu'on peut pas faire n'importe quoi, qu'on construit des trucs au bord de la mer, quand on met des industries à droite ou à gauche.
Donc en fait, pour moi, ça a toujours été un sujet normal, tu vois, en fait. Et c'est vrai que ces dernières années, en fait, de voir autant d'actualité là-dessus, ça m'a presque choqué en me disant, genre, mais ça devrait être logique de penser à l'écologie, tu vois, ça devrait pas être une question presque politique, tu vois, c'est une question d'humanité, tu vois, c'est t'es sur une planète, tu la détruis ou pas, tu vois, donc c'est même pas une question de bord politique ou de quoi, tu vois, c'est normalement ça un truc qu'on doit tout savoir, tu vois. Et c'est vrai que de voir autant d'actualité là-dessus, je me dis, c'est fou, c'est que c'est pour des gens, c'est pas encore un truc qui est prioritaire ou qui est important, quoi. Toi, c'était limite instinctif, quoi. Ouais, voilà. Et c'est vrai qu'on le ressent même dans la manière dont tu traites les animaux, etc. Enfin, on sent que tu as un vrai amour pour la vie et, c'est ça, le monde vivant. Plutôt. Moi, j'ai toujours été un peu pas mal bercé aussi avec un peu toutes les cultures asiatiques où c'est tu vois, c'est animiste, culture des ancêtres, trucs comme ça. Où chaque élément a de l'importance, tu vois. Il y a un peu une âme dans tout, tu vois, et c'est important, tu vois, de faire attention à ces choses-là. Puis j'ai grandi avec plein d'œuvres assez écologiques, tu vois, je te parlais de Dune en SF, c'est purement écologique. Tous les Ghibli, tous les Miyazaki, ça parle de nature et tout. Donc ouais, en fait c'était très naturel d'en parler. J'ai même pas cherché à le faire. En fait, c'était ça venait directement. Moi, je sais par rapport à l'écriture de scénario, j'ai un pote qui me disait en fait un bon scénar, c'est tu t'écris pas ce que tu as envie, c'est t'écris ce que tu as besoin de dire, enfin ce que tu as besoin en fait au fond de toi, tu vois. En fait, c'est des idées qui viennent des tripes, elles doivent sortir comme ça. En fait, c'est pas juste se faire un kiff de raconter telle histoire. En fait, c'est vraiment un truc que tu as au fond de toi. Et tu vois, je pense que cette question de l'écologie pour moi c'est tellement naturel, il fallait que je l'intègre dans mon projet, quoi. Et la BD, elle est assez optimiste quand même sur le sujet, je trouve. Ouais. Enfin, quand tu ressors, tu vois, quand tu écoutes des infos sur l'écologie, etc., tu peux très vite avoir le moral plutôt miné. Ouais. Et là, en fait, en lisant cette BD, tu te dis, même si on arrive à tout détruire, il y aura quand même des gens qui arriveront à sauver à préserver des choses. Ouais, Et du coup, on va pas spoiler, mais il y a en tout cas, il y a des alternatives qui sont possibles. C'est le message que je ressens, quoi. Ouais, moi je suis super pessimiste sur c'est ce que tu disais effectivement sur la suite du monde. Mais du coup, pourquoi une BD aussi optimiste? C'est ça. Et puis, je pense aussi, ce qui est terrible, c'est qu'on dans les médias très généralistes, on va aussi voir beaucoup ce qui se passe mal. Alors que je pense qu'à droite à gauche, il y a plein de gens qui font plein d'efforts pour que ça se passe bien, mais ça fait des histoires un peu anecdotes bêtes, mais t'as des mecs qui vont replanter des forêts, tu vois, limite à la mano, tout seul dans leur coin. T'as plein d'alternatives comme ça qui sont plus personnelles, tu vois, des gens qui vont trouver des systèmes pour économiser de l'énergie, mettre plus en avant la nature et tout. Mais c'est vrai que souvent c'est des actions qui sont assez individuelles et à petite échelle, et du coup on n'en parle pas et c'est dommage, je pense que ça remonterait le moral aux gens de voir qu'il y a des gens qui font ça et ça pousserait peut-être les gens à faire plus aussi. Même si malgré tout je reste assez pessimiste parce que je pense que les gros rouleaux industriels, capitalistes, ils sont un peu trop massifs et un peu durs à ralentir. Mais c'est vrai que la BD permet de voir un peu de positif malgré ma vision pessimiste du monde, tu vois. Et tu penses qu'ils sont inarrêtables ces rouleaux? Parce que par exemple, tu vois, récemment il y a eu je sais pas si tu vois le projet de pipeline en Ouganda de Total là. Non, j'ai pas su sûr. Ils vont détruire tout l'Ouganda et toutes les ressources naturelles pour faire un gros tuyau pour importer du pétrole. Et les financements ont été retardés grâce justement à des actions de militants et d'associations qui ont spammé que ce soit des banques ou tu vois, ils ont bloqué le financement et du coup alors que le financement devait commencer en février, là ça va commencer normalement en décembre, tu vois, un truc. Ouais, non, donc je sais pas si c'est possible de les arrêter, mais en tout cas il y a peut-être moyen de les ralentir. Ouais, c'est ça. Et puis moi je pense que c'est un peu et dans ta BD on voit quand même que ils n'arrivent pas à stopper, tu vois, mais ils arrivent à bien les faire chier, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis je pense que c'est un peu un des messages de la BD, c'est que même si on n'arrive pas à arrêter cette machine qui est en route, déjà se donner un but personnel dans cette direction-là, tu vois. Je pense que déjà ça pourrait faire déjà du bien aux gens et peut-être ralentir, peut-être préserver quelques lieux et tout.
mais même être dans une énergie qui est plus, qui est plus positive que juste. Parce que si on se dit ok c'est comme ça, on baisse les bras et à notre échelle de vie de tous les jours, il y a un côté un peu plus morose aussi, tu vois. Donc c'est vrai que quand tu dis, je pense que les gens qui font aussi ces combats-là, il y a un côté bien-être, il y a un côté de bien agir, tu vois, en termes un peu de moralité qui doit être assez stimulant aussi, quoi. C'est, tu vois, je sais que quand on a commencé à travailler avec Rutsav et puis qu'on posait des questions sur le livre vraiment en tant qu'objet, qui nous ont dit qu'eux ils bossaient avec essentiellement la France, voire de temps en temps la Belgique, on a trouvé ça intéressant parce que ça fait que ça reste local, ça fait pas trop de trafic. Quand ils nous ont expliqué que quand eux ils recevaient des bouquins, parce qu'en édition il y a un grand truc qui s'appelle le pilon, c'est que les libraires reçoivent des bouquins, enfin ils commandent des bouquins, et s'ils les vendent pas, en fait ils peuvent les renvoyer chez l'éditeur. En fait c'est une sorte de dépôt, en fait dépôt-vente. En fait, je résume beaucoup, hein. Mais et du coup des fois l'éditeur reçoit des bouquins et les bouquins sont abîmés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils les jettent, ils les détruisent. Et parfois c'est même plus cher, c'est même plus intéressant financièrement de détruire les bouquins, quitte à les réimprimer après, que de les stocker dans des entrepôts. Stocker dans des entrepôts ça coûte hyper cher, donc les gens préfèrent détruire et réimprimer. T'imagines la perte d'énergie à faire ça. Et Rutsav nous disait, nous déjà on essaie de faire ça le moins possible. Quand il y a des bouquins qui sont abîmés, on essaie de passer par des gens qui vont les réparer, tu vois, les rafistoler, tu vois, des trucs comme ça. Et donc voilà, c'est ces petites actions, ces petits trucs qui te disent, ok, effectivement, il y a des petites actions qui te disent, ok, j'ai l'impression de bien agir. Et pour toi, c'était important aussi, au-delà du message que tu passes, de toi aussi respecter ce que tu veux défendre. Après, c'est dans mon quotidien, il y a plein de trucs que je fais mal. Le but, c'est pas de faire Non, bien sûr. Tu vois, la police, mais je pense que c'est. En fait, je pense que plus tu vas faire des petits trucs comme ça bien, en fait, plus de gens, les gens vont le voir et les gens vont le faire aussi de leur côté. Et c'est ces petits efforts à petite échelle qui vont créer une conscience, tu vois. Après, je pense pas que c'est en coupant notre robinet d'eau 2 secondes plus tôt qu'on va résoudre les problèmes. Mais par contre, genre les parents qui ont des enfants, les enfants ils vont voir ça, ils vont se dire ok c'est important, et dans 30-40 ans, ces enfants-là ils seront à des postes, tu vois, peut-être de direction et tout, et ils auront eu cette culture et cette éthique et cette morale. Donc c'est comme ça, je pense que ça peut changer en fait. Si on commence un peu à changer de mentalité doucement, en fait, tu vois, c'est comme dans tous les milieux, je vois dans les milieux artistiques, tu vois, il y a un moment, quand tu démarres ta carrière, tu te dis ouais, attends, les visiteurs c'est des vieux cons, ils ont des visions hyper passéistes de la BD, il y a des trucs qu'ils aiment pas, le manga ils aiment pas, tel format ils aiment pas et tout. Et puis là je commence à voir des mecs qui ont mon âge, de ma génération, qui deviennent éditeurs et qui sont plus ouverts, et puis voilà. Puis après ça va avoir une nouvelle génération qui va mener son truc, donc voilà, je pense que si on fait les bonnes choses maintenant, ça va peut-être pousser notre génération à mieux agir, quoi. Ok. Et tous tes personnages, ils ont des personnalités très fortes et très différenciées aussi. Comment parce que ce que je voulais dire aussi, c'est que cette BD, c'est la deuxième que tu écris et que tu dessines, parce que normalement tu dessines uniquement, si j'ai bien compris. Ouais. Et comment ça se passe en fait, parce que du coup c'est une charge de taf qui est décuplée, quoi. En plus, d'après ce que j'avais entendu, tu t'écris assez lentement, c'est ça ? Le processus d'écriture assez lent. Comment ça se passe en fait de passer de dessinateur à scénariste, sachant que c'est pas du tout le même boulot et c'est deux métiers qui sont super différents. En fait ça rajoute du boulot en termes de temps, mais pas tant que ça, parce que effectivement moi j'écris lentement, mais tu vois c'est genre un peu c'est comme ce que je racontais sur les croquis, tu vois, j'écris une petite ligne de temps en temps. Voilà, c'est pas, je me suis pas dit j'ai pris 3 mois entiers à juste écrire, c'est pas passé comme ça. Mais par contre, tu as une sorte de charge mentale qui est plus importante parce que c'est toi qui gères tout, quoi. Et c'est là où quand tu es juste dessinateur, en fait, tu suis le déroulé de ton scénariste et tu es que dans la mise en scène, que dans le dessin, et tu n'as que on va dire, ces 2 aspects à réfléchir. Là où quand tu es à l'histoire aussi, il faut que tu penses bien au dessin, il faut que tu penses bien à ton storyboard, à ta narration. En plus, il faut que tu penses bien au caractère de tes persos, il faut que tous les événements s'imbriquent bien, il faut se dire est-ce que ma conclusion va être bonne et tout. En fait, c'est plus ce côté un peu charge mentale qui se rajoute et qui est assez, que moi je trouve assez épuisante. Mais par contre, l'avantage, et
comment on en vient là aussi, c'est que moi j'adore dessiner et il y a des moments, tu vois, tu fais des dessins dans ton carnet et en fait tu commences à avoir envie de raconter des trucs à toi parce que bosser avec quelqu'un c'est cool, mais tu racontes l'histoire t'as l'impression de raconter l'histoire d'un autre, même si quand la relation se passe bien, il y a une alchimie, ça devient un truc commun. Mais des fois il y a des trucs très perso qui arrivent et tu dis quel est le moyen d'intégrer ça dans ma BD. En fait finalement la seule solution c'est de les écrire. Et puis ça te fait aussi, on va dire, non pas gagner du temps, mais tu vois, par exemple, moi dans Frontier, j'ai aussi avancé en me disant j'ai envie de dessiner telle scène dans tel vaisseau. Bah, allez, vas-y, je le fais. J'ai juste à travailler mon scénar pour aller dans cette direction-là. Tu vois, j'ai pas à attendre que mon scénariste me propose après X projet, un projet qui se passe dans un vaisseau. Tu vois, là, je peux vraiment choisir mes mises en scène, mes situations, mes types de personnages, parce que voilà, je sais que je vais pouvoir les gérer en termes de dessin. Et je guide un peu mon scénario aussi en fonction de ce que j'ai envie de dessiner, quoi. C'est pas forcément la meilleure méthode, je pense que c'est un peu risqué de faire ça, mais en tout cas moi c'est comme ça que je fais. Je pense beaucoup en images et après c'est presque de me dire ok, toutes ces images que j'ai en tête, comment je peux les lier autour d'une histoire qui a du sens, quoi. Et la caractérisation des personnages, du coup, tu disais tout à l'heure que c'était un peu chacun représentait une différente facette de toi. Ouais, c'est à la fois une facette de moi, c'est aussi une facette de l'univers. C'est vrai que dans ma BD d'avant, PTSD, c'est vraiment concentré sur un seul perso, même s'il y avait des personnages importants à côté, mais c'était vraiment l'idée très introspective sur un seul personnage. Et là, c'était presque un côté un peu défi, justement, d'écriture. Là, je voulais vraiment. Là, c'était très pragmatique comme vision d'esprit, c'était de me dire ok, tu as fait une BD avec un seul perso, maintenant tu en fais une BD avec 3, quoi. Ok. Pour essayer de travailler le côté un peu collectif, avoir plus d'interaction, de dialogue, de débat entre les personnages. Donc ça c'était vraiment l'idée de base, et du coup je me suis dit pour que ces 3 personnages là soient intéressants, en fait il faut qu'ils soient hyper opposés à l'origine, que ce soit dans d'où ils viennent, leur philosophie et tout. Parce que du coup c'est plus intéressant, c'est vrai qu'en général on marche vachement par contraste en dessin, c'est que voilà, si tu as 2 personnages qui viennent du même milieu et qui ont les mêmes idées, finalement ils vont assez peu rentrer en contact, ils vont assez peu débattre. Et c'est vrai qu'avoir des personnages qui viennent d'univers différents, en fait, ça permet vraiment de créer de la dynamique, créer du conflit, créer de l'amitié, tout ça. Donc en termes narratifs, je trouve ça super intéressant et c'est assez plaisant. Ça permet moi, cet univers-là, ça me permet d'explorer différentes facettes de l'univers et puis effectivement, après, sur le côté plus personnel, de poser différents questionnements que j'ai et puis les faire entrer en choc, quoi. On va trouver un peu de Guillaume Singelin dans les 3 personnages. Ouais, oui, non, de toute façon, je pense que les projets perso en BD, quand t'es auteur, dessinateur, en fait, c'est à la fois, il faut prendre ça comme une sorte un peu de voyage vraiment chez l'auteur, vraiment sa psyché et tout. Et en même temps, je pense qu'il faut réussir à se sortir de ça. C'est que des fois, moi, j'ai des personnages qui réagissent d'une certaine manière. Et je suis pas forcément d'accord avec eux, tu vois. Ouais. Et il y a un moment aussi, il faut déconnecter aussi l'auteur des personnages. Des fois, tu vas pouvoir envie de traiter un personnage que dans la vie de tous les jours, tu détesterais, tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est justement ça, des fois, qui est intéressant. Et les personnages sont pas porteurs que de ma vision du monde ou de mes idées politiques ou militantes, quoi. C'est aussi des personnalités que j'ai envie d'explorer, que je connais peut-être moins. Ça me permet aussi de découvrir des types de réflexions. Donc voilà, c'est un peu un équilibre entre les deux. C'est vrai que je peux comprendre que des fois, en tant que lecteur, on est un peu partagé en se disant est-ce que l'auteur il ressemble vraiment à ce personnage ou est-ce que c'est pas le cas, machin. Mais moi, je vois, quand je vois des projets perso de potes, je vois certains détails, je dis ok, c'est tellement ça, tu vois, c'est tellement lui, il a cristallisé dans une bulle tout son caractère. Excellent. Ça c'est assez marrant. Ouais. Et au-delà des 3 personnages principaux, moi il y a un personnage que j'ai bien aimé aussi, c'est Isaac. Je trouve que c'est un bon personnage secondaire et surtout j'aime bien son évolution parce qu'au début il se fait grave bully et il finit en chef d'équipe. Est-ce que c'était important aussi pour toi d'avoir des personnages secondaires parce que du coup je pense que c'est une histoire d'évolution frontière. C'est des changements de personnalité, enfin ils se rendent compte de certaines choses qui vont pas dans leur vie et ils changent complètement.
c'est un peu un changement de vocation quoi. Ouais. Et Isaac, il a un bon step-up aussi, je trouve. Ouais, il évolue bien. Ouais, c'est vrai que c'est une petite storyline annexe qui m'a. Vraiment, à la base, c'était vraiment un personnage vraiment ultra secondaire. Quoi. Il est arrivé la première scène et puis basta quoi. Puis finalement, tu vois, je me dis, tiens, c'est bien comme de réutiliser des personnages qu'on connaît au travers du bouquin pour créer un peu des repères. Et finalement, quand je le plaçais de lieu en lieu, de scène en scène, je me dis, tiens, c'est bien de le faire un peu évoluer. Et ouais, je trouve ce personnage qui est. Ce que j'aime bien, c'est qu'il c'est un mec plein de bonne volonté, qui est travailleur et tout. Ouais, mais il est juste super maladroit au début. Il est maladroit, il est un peu gauche. Et justement, j'aimais bien ce côté que l'héroïne, au début, lui rend assez mal ça, tu vois. Elle a presque exécrable avec lui et tout. Ouais. Alors qu'en fait, non, c'est un bon gars et finalement, il y a un retour presque tu vois, de karma où finalement, le fait d'être un bon gars, en fait, ça a payé. Au fur et à mesure de son évolution, donc c'était chouette à faire. Et puis c'est vrai que c'est beaucoup sur l'évolution des personnages, et beaucoup sur trouver sa place, quoi. Aussi, ouais. Trouver le truc qui te convient et tout. Donc, Et il y a un côté quotidien aussi où tu les vois dans leurs activités Tout à fait, de tous les jours, tu vois vraiment là où ils dorment. Ouais, cet aspect. Moi j'aime bien le début où tu as vraiment l'impression qu'on te fait une visite guidée d'un nouvel appartement, genre. Avec la caméra qui suit un peu et. Ouais, mais moi j'aime bien moi tous les récits hyper posés qui montrent le quotidien et qui arrivent à magnifier ces moments qui sont anodins en fait dans la vie de tous les jours. Parce que c'est aussi moi c'est aussi des trucs auxquels tu me raccroches, tu vois, finalement. Oui. Des fois tu fais un petit truc et finalement si t'en profites bien en fait ça peut être cool. Et c'est pas forcément cool dans le sens genre il faut c'est génial, tu vois, mais genre profiter de ces petits moments, ok, ils sont pas très importants, ça fait partie de la vie aussi, mais ils sont là aussi, quoi. Donc faut les accepter, faut les prendre, et puis moi ça me permet aussi en plus en termes de narration d'écrire un peu des ellipses, de raconter des trucs un peu sans mettre de dialogue, de manière un peu inconsciente, tu vois, ça permet au lecteur aussi de se projeter dans un univers qui vit, c'est vrai que dans les univers d'imaginaire. Ce qui est chouette, c'est de rendre l'univers un peu cohérent et un peu immersif, quoi, que tu as l'impression de vraiment plonger dans le truc. Et je trouve que le quotidien est important, quoi. Tu dis un univers qui a rien à voir avec nous, mais en fait ils font comment ils font un truc basique, comment ils font à manger, comment ils dorment. Parce que ça c'est des trucs qui seront éternels sauf peut-être à un certain moment, mais c'est cool à voir. C'est comme quand tu es dans un pays, dans une culture, il y a des choses qu'on partage, manger et tout, mais ils le font différemment et c'est cool à découvrir, quoi. Et au niveau du style de dessin aussi, c'est assez intéressant parce que c'est très rond, c'est très coloré, c'est à la limite des personnages, c'est pas Ghibli, pardon, c'est Chibi. Les Chibi, pardon, ouais. À la limite du personnage Chibi. Et aussi au niveau de l'évolution de ton style de dessin, ça pour le coup c'est Babylonia de la Galerie Acheter de l'Art qui nous a gentiment accueillis aujourd'hui d'ailleurs, qui me le faisait remarquer, c'est que par rapport à tes anciennes planches, il y a beaucoup moins d'aplats, il n'y en a même pas du tout quasiment. Ouais. Et c'est très aéré, mais c'est très détaillé aussi. Est-ce que c'était un choix de ta part justement de ne plus faire d'aplats et de faire vraiment du croquis pur? Ouais, là c'était. Parce que nous on ne le ressent pas quand on lit le bouquin, mais quand vous voyez les planches là, vous voyez celle-là normalement, vous voyez que c'est. Elles font très claires, ouais. Elles font très claires, il n'y a pas d'aplat noir. Mais c'est vrai que sur ce projet-là, je voulais vraiment avoir un trait très fin et beaucoup de détails. Et je savais que la couleur allait prendre beaucoup d'importance. C'est vraiment un projet que j'ai pensé en couleur, où vraiment, tu vois, quand j'écrivais les scènes, j'avais déjà l'ambiance lumineuse, je me dis, ok, là ce sera un coucher de soleil, là dans cette station-là, l'éclairage vient plutôt du sol, trucs comme ça. Donc j'avais vraiment ce côté de lumière, de couleur. Donc c'est vrai que en fait, c'est plus compliqué de gérer une couleur très riche quand tu as des gros aplats de noir, parce que le noir va vraiment prendre de la présence dans la page. Et souvent d'ailleurs, les bouquins où tu as des gros aplats de noir, souvent les couleurs sont très, très épurées pour laisser le noir justement vivre. Et là, je voulais un truc ultra coloré, vraiment. Parce que c'est vrai que l'aplat de noir va donner aussi un aspect des fois un peu plus, peut-être plus sérieux, plus sombre à l'histoire, basiquement, quoi. Le fait d'avoir du noir, en fait, ça donne un ton différent. Et là, je voulais un truc assez lumineux, justement. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé cette manière-là. Ça allait aussi avec l'espoir que tu voulais insuffler. Ouais, voilà, ouais. C'est quand tu as écrit l'histoire rapidement, tu savais que ça allait être un truc positif quand même? Pas forcément, non, parce que je me souviens même qu'il y a une version
de l'histoire qui était très négative. Ok. C'est très pessimiste. C'était quoi la version? C'était que, on va dire qu'il y a une communauté qui s'échappe et qui va s'installer sur une planète. Ok. Là, il recrée une sorte un peu de havre de paix. Donc là, on va dire c'était la première fin positive. Et en fait, il y avait une ellipse, genre 200 ans plus tard, et toute la planète est ravagée. Par les grandes sociétés? C'est ça, Oh là là. un grand désert, et en fait, c'est limite à un mec qui plante un truc de forage, et puis il tombe sur des vieux vestiges de cette colonie, quoi. Ah ouais. Donc là, ça aurait été un peu. Ah oui, donc c'est la fin alternative. Ouais, c'est ça. C'était la post-générique du bad. Donc non, en fait, le projet a pas mal évolué à ce niveau-là. Ok. Il y avait une fin où il y avait certains personnages qui partaient dans une sorte de navette, mais genre projetés à des millions de kilomètres en mode exploration, mais quasiment suicide, tu vois. Donc il y a eu plein de versions différentes. C'est un peu, c'est un peu arrivé comme ça, cette conclusion. Mais ouais, puis je voulais aussi, je repense à la couleur, c'est vrai que souvent dans pas mal de SF, on va dire un peu réaliste, on va souvent être sur des teintes plutôt monochromes, souvent c'est des bleus, des gris métalliques, et là au contraire je voulais avoir un truc qui soit pétant en couleur pour vraiment trancher, pour vraiment de la SF très pop, mais en même temps plutôt réaliste, enfin cohérente, parce qu'après on peut avoir de la SF un peu plus colorée mais qui va être plus fantastique. Donc voilà, c'était un peu aussi un choix par rapport à ce que représente la SF aujourd'hui. Ok. Donc ouais, le côté réaliste était important pour toi. On le voit notamment, justement, je sais pas là si vous pouvez, ouais. Là on peut voir, par exemple, vous voyez tout l'intérieur du vaisseau et de l'autre côté, hop, il y a la combinaison qui est détaillée. Ouais. Vous voyez les petits personnages avec chaque, il y a un niveau de détail abusé avec chaque petit ustensile, les bottes, les chaussettes. Ça c'est quoi? C'est peut-être des grenades? Ouais, c'est ça, c'est des petites capsules. En vrai, c'est un peu fake tout ça. C'est un peu fake? Ouais, non. Ah. En fait, on n'a rien dit. Non, mais c'est vrai qu'après, pour les gens qui s'intéressent à la SF, c'est vrai que ce qu'on appelle hard SF, c'est vraiment les mecs, vraiment. C'est quasiment l'application scientifique. Ouais, moi, c'est pas ce que je voulais faire parce que je suis pas assez calé sur tous ces sujets-là, mais je voulais donner ce feeling de ça pourrait être cohérent, tu vois, ça pourrait. Oui, non, c'est pas un univers peut-être pas réaliste, mais cohérent plutôt de long terme alors. Et qui pourrait, voilà, mais sans rentrer dans les détails ultra techniques, quoi. Ok. Bon, merci beaucoup Guillaume d'avoir partagé ce moment avec nous. Ouais, ça fait plaisir. Et puis on remercie encore une fois la galerie. Et vous pouvez venir jusqu'au... non, quand l'épisode sera paru, il n'y aura plus l'exposition. Mais en tout cas, Frontières sera toujours disponible. Et c'est une super histoire qu'on vous conseille vraiment. Et merci encore Guillaume. Merci. Salut. Salut.